Bruxelles, février 2024. Plusieurs centaines de tracteurs paralysent les grands axes routiers en Wallonie et à Bruxelles. Au même moment, d'autres agriculteurs venus de toute l'Europe bloquent le quartier européen avec les mêmes revendications. Un abaissement des normes, c'est pas ça qu'on demande. C'est un revenu digne pour nos agriculteurs. Alle boeren werken super hard en op het einde van de dag hebben wij gewoon geen rotte euro over. Les charges augmentent comme tout le monde, mais nos revenus diminuent ou stagnent. Depuis 30 ans, c'est les mêmes revenus. Et c'est plus possible. Nos revenus aujourd'hui ne suivent plus, ils ne nous permettent plus de vivre correctement. On n'est pas contre l'Europe, on est contre ce système notamment ultralibéral aujourd'hui qui nous écrase. Tant qu'on n'aura pas d'actes forts, notamment des décideurs européens, sur nos demandes de prix justes, ça continuera. Entre janvier et juin 2024, les agriculteurs se succèdent pour manifester leur colère. Parmi eux, Karine Dumont, 61 ans, éleveuse de vaches laitières. Ce n'est pas la première fois qu'elle proteste. Juste avant les élections européennes, eh bien, on dit qu'on est encore là. Nous n'avons pas été entendus depuis 15 ans et ça continue. Ici, février, encore eu des manifestations. Ils ne sont toujours pas entendus. Nous réclamons 60 cents de prix de vente de notre litre de lait. Quelques semaines après les manifestations, nous retrouvons Karine dans sa ferme laitière. Depuis le début de sa carrière, elle nous explique que le lait qu'elle produit est vendu au même prix, sans aucune augmentation. Et vous gagnez combien par litre de lait? C'était encore, je vendais le litre de lait, c'était encore en francs belges, aux alentours de 12 francs, donc 30 cents. Voilà. Donc on était à 30 cents. Ouais. Vous aviez 50 vaches. Aujourd'hui, on est en 2024. Ouais. Vous avez combien de vaches? Là, on a 100 vaches. Et vous êtes rémunéré un peu plus? Là, nous avons obtenu 40 cents de litre de lait. Ouais. C'est le prix que nous avons reçu pour la production de notre lait. Le prix du lait n'aurait donc quasiment pas évolué en 41 ans. Oui, c'est une évolution qu'on est obligé de subir, effectivement, et qui m'enrage. Les frais, eux, n'ont pas diminué pendant ces 40 années. Certainement pas. Donc c'est ça qui a fait qu'il a fallu produire plus pour pouvoir payer ces frais-là, qui sont en constante augmentation. Je ne vous rappelle pas l'année 2022, l'énergie, etc. Aujourd'hui, je vous dis que ça ne me va pas, mais dans 10 minutes, quand je serai mes bêtes, ce genre de considération, je n'ai plus en tête. Et c'est ce qui sauve beaucoup les politiques. Produire toujours plus de lait pour les besoins de l'agro-industrie. On nous a toujours dit produisez, taisez-vous et nous on s'occupe de la vente. Oui, commercialement c'est pas votre rôle, donc je crois qu'on n'a pas eu le choix. Surproduire pour être compétitif sur le marché mondial. On est condamné à nourrir les gens le moins cher possible. Depuis 40 ans, nos éleveurs laitiers vendent leur lait quasiment au même prix. Le litre de lait ne couvre pas tous nos frais et il y a quand même un revenu, il y a quand même un salaire qui doit être dégagé. Alors comment en est-on arrivé là? C'est organisé, c'est voulu. Ils veulent nous faire mourir. Ils ne veulent plus d'agriculteurs en Europe. C'est pas possible autrement. J'ai un fils qui a été agriculteur. Il m'a dit, papa, si je continue encore 2 ans, je vais me suicider. Moi, je crois que c'est l'affaire de l'agriculture familiale. Pendant des mois, nous avons enquêté sur un produit que nous consommons tous les jours. Mais moi, du liquide blanc, ça m'intéresse pas. Je veux quand même du lait qui goûte le lait. Un aliment du quotidien dont la valeur semble pourtant nous échapper. Vous savez à quel prix vous l'achetez? Non. On est complètement perdu en fait. On en rêve petit, mais on en meurt, on en crève quand on est plus grand. Nous avons découvert un système dont personne ne semble sortir gagnant. Effectivement, pas grand monde ne fait des marges. Alors, quelle est la logique? C'est parce qu'on est dans une logique de concurrence internationale. Le lait est-il devenu une marchandise au même titre qu'une voiture, un médicament ou un baril de pétrole? Quand est-ce que les gens, les politiques, les responsables vont ouvrir les yeux? Éleveur de vaches laitières, un métier de passion sacrifié au prix du marché. Nous sommes à Wem, près de Malmedy.
Dans cette ferme, un seul agriculteur pour 120 bêtes. Dominique Baudarouet travaille matin et soir pour produire du lait. Une ferme de type familiale à taille humaine, il ne faut pas plus que 100 vaches. C'est déjà le grand maximum. Le site ici, il a 90 ans, 1934. Et c'est mes grands-parents qui ont construit ce bâtiment-là avec le corps de logis. Il y avait combien de vaches à l'époque? 20 vaches, 20 bêtes. 20 vaches, et là, on voit sur le bâtiment 1934. 1934, oui, donc il y a 90 ans, oui. Et puis, il y a eu vos parents? Et puis, alors, mes parents, ils ont construit le bâtiment ici, donc à ma naissance, il y a 45 ans. Avec combien de vaches? Il y avait un peu plus, là, j'imagine? Ici, il y avait 50 vaches. Alors moi, j'ai repris ici, oui, il y a une vingtaine d'années. Là, par contre, on voit... Oui, on a explosé le nombre de vaches, là, non? Oui, mais il n'a pas eu trop le choix. En 2 générations, la ferme est donc passée de 20 à 120 vaches. C'est 6 fois plus, car il a fallu faire plus de volume de lait. Mais produire plus, c'est aussi payer plus de factures. Ça représente quoi, les frais d'une ferme? Qu'est-ce qu'il faut payer à chaque fois, chaque année, chaque mois? En numéro 1, il y a ceci, le grand bâtiment, l'investissement, qui représente une grosse partie. Puis évidemment, pour produire du lait, il faut qu'elle se nourrisse. Donc fatalement, il y a tout ce qu'il faut pour produire de l'herbe. Donc les semences, tout ce qui est électricité, combustible, entretien des machines. Même si Dominique produit aujourd'hui bien plus de lait que ses parents, il lui est difficile de boucler les fins de mois, tant le prix qu'il gagne au litre de lait est faible. J'ai pas honte de le dire, c'est toujours dur d'arriver aux échéances, quoi. Donc, qui vous demande d'investir toujours plus, de faire toujours plus de production? Le système est fait que. Le système est fait pour produire plus. Dans ce système, le deuxième acteur, c'est la laiterie. Tous les 2 jours, elle collecte le produit de la traite de ferme en ferme. Dans les différentes citernes de ce camion, tout est stocké séparément, car on contrôle chaque exploitation avant de tout mélanger à la laiterie. Il sera analysé pour, de 1, la qualité fatalement du lait, et aussi, surtout pour nous, producteurs, c'est le dosage protéines et matières grasses dans le lait. Donc si notre lait est plus riche en protéines et matières grasses, fatalement on aura plus mieux payé. On sera mieux payé. Mais inversement, il y a des mois qu'on peut aussi être en dessous de la référence et qu'on touchera moins que le prix de base. Dans ce camion, ce qui intéresse la laiterie, c'est surtout la matière grasse. Car dès son arrivée à l'usine, c'est elle que l'on cherche à exploiter. Après avoir été pasteurisé pour détruire les bactéries, le lait est mélangé dans ce qu'on appelle l'écrémeuse. Une machine qui extrait la matière grasse, ce qu'on appelle la matière utile. Le lait que vous buvez a donc été d'abord totalement écrémé avant que la laiterie ne réajuste son taux en matière grasse. Juste ce qu'il faut de crème pour respecter le minimum légal, 36 grammes par litre pour du lait entier, 16 grammes pour du lait demi-écrémé. Mais ce lait, vous n'en buvez qu'une infime partie. Supposons que cette bouteille représente la production annuelle belge. La quantité que nous buvons est l'équivalent d'un petit verre de lait, 11% seulement. En réalité, 89% de tout le lait produit en Belgique sera transformé pour les besoins de l'industrie alimentaire. Essentiellement en beurre, en poudre de lait et en fromage. Voilà pourquoi la matière grasse est essentielle, c'est elle qui détermine le prix du lait. En moyenne, le lait qui sort du pis de la vache contient 39 grammes de matière grasse par litre. Mais d'après cet agriculteur qui souhaite rester anonyme, ce ne serait pas suffisant. On nous demande actuellement de produire un lait qui soit de minimum 42 en matière grasse et de 34 en protéines.
Vous livrez un lait qui est riche à 42 en matière grasse, et ce qu'on constate dans les magasins, la brique de lait que les consommateurs achètent ne dépasse jamais 36. Qu'est-ce qui s'est passé entre Eh bien, entre deux, la laiterie fera ce qu'on appelle faire son beurre. Quand on est consommateur, on achète du lait qui est manifestement nettement plus maigre que celui qui est livré par les producteurs de lait. Une fois de plus, on comprend que ce qui intéresse les laiteries, c'est surtout la matière grasse. Et pour s'en procurer, elle serait, selon cet agriculteur, toujours plus exigeante. Bien-être animal, normes environnementales, qualité du lait, volume de production, la liste des conditions générales d'achat est de plus en plus longue. Qu'est-ce que ça implique pour le producteur? Il faut faire plus d'investissements, il faut changer sa façon de faire. De là en découlent évidemment des investissements qui sont très lourds. Et tout le monde n'est pas prêt, ou tout le monde n'a pas le souhait de s'engager dans un troupeau XXL. Et pour cet éleveur, si les laiteries imposent tant de critères d'achat, c'est pour une bonne raison. C'est une manière d'écraser le prix chez l'agriculteur. On lui met tant de clauses à respecter que finalement, il y en a toujours bien l'une ou l'autre dedans qui ne pourra pas honorer et qui fera qu'on lui mettra des points de pénalité ou des réfractions ou alors une condition non remplie qui va tirer son prix vers le bas. Les laiteries tenteraient donc de payer le lait le moins cher possible en favorisant les plus gros producteurs. L'industrie a besoin de volume pour faire tourner son usine. Il faut être compétitif. En 1945, la Belgique comptait 548 laiteries. Elle transformait moins de 2 millions de litres par an. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une petite dizaine qui absorbe chaque année 4,5 milliards de litres. Vous avez bien entendu, il y a donc 50 fois moins de laiteries, mais elles transforment 2000 fois plus de lait. Les chiffres donnent le tournis. Parmi les plus grandes laiteries, il y a Milcobel au port d'Anvers. 1,5 milliard de litres de lait transformé pour un chiffre d'affaires d'1,3 milliard. Nous sollicitons une visite, mais la porte reste close. J'ai le regret de vous informer que pour des raisons de qualité et de sécurité alimentaire, il n'est pas possible de filmer dans nos usines. On tente alors un autre acteur important, en Wallonie cette fois, la laiterie des Ardennes. Plus d'1 milliard de litres de lait transformé et un chiffre d'affaires qui dépasse les 800 millions d'euros. Mais ici aussi, notre demande de tournage sera rejetée. Le directeur ne souhaite pas recevoir notre équipe. Pourtant, si l'on en croit cette vidéo promotionnelle, la laiterie travaille avant tout pour le bien-être de ses éleveurs. À la laiterie des Ardennes, ce qui est important, c'est la mission. Travailler dur tous les jours pour apporter une vie meilleure à 2200 producteurs de lait. Travailler pour une vie meilleure, nous sommes curieux de savoir comment, car ce n'est pas l'écho que nous avons eu auprès de certains producteurs. En insistant un peu, le directeur de la laiterie finit par nous recevoir, mais sans caméra. Lors de cette rencontre, il nous expliquera une chose essentielle. Comme beaucoup d'autres laiteries, la laiterie des Ardennes est une coopérative. Par définition, elle est donc équitable puisqu'elle redistribue, nous précise-t-il, l'intégralité de ses revenus à ses membres, les éleveurs coopérateurs. Mais il précise aussi que la laiterie commercialise ses produits sur des marchés très volatiles. Comprenez, nous sommes soumis au prix du marché mondial. Car dans ses tours de séchage et cette usine de transformation, la laiterie produit chaque année 100 000 tonnes de lait en poudre et 50 000 tonnes de beurre. Deux produits facilement exportables à travers le marché européen et mondial, et donc fortement soumis aux lois du marché. Bon, à ce stade, nous aurions bien voulu en savoir davantage sur la rentabilité des laiteries, mais même la Confédération belge de l'industrie laitière qui les représente refuse de nous accorder une interview. Alors on s'est tourné vers Olivier Mallet. Docteur en économie, il a rendu un rapport récent qui pointe les surprofits de l'industrie alimentaire. Alors en moyenne, dans l'industrie alimentaire, on a des bénéfices beaucoup plus élevés qu'ils n'étaient il y a 3-4 ans. Mais ça dépend de chaque sous-secteur. Dans le secteur du lait, les bénéfices ne sont pas plus élevés, c'est un des secteurs qui ne fait pas de surprofit. Alors si on regarde les chiffres, la laiterie des Ardennes, elle fait 835 millions de recettes, ce qui vient de l'argent des ventes.
Une fois qu'on a retiré toutes les dépenses, donc à la fois rémunérées, les fermiers, l'électricité, le personnel, il reste 2,5 millions de bénéfices dans la caisse. Donc ça fait une marge de 0,8%, c'est vraiment pas grand-chose. Pourtant, les fermiers se plaignent, alors c'est un problème de communication, alors, à la laiterie des Ardennes Alors, certains fermiers participent à l'organisation de la laiterie des Ardennes et aux assemblées générales, d'autres ne le font pas, et même pour ceux qui participent, certains ne sont pas bien au courant du fonctionnement, des coûts, du fait qu'il est aussi important pour ce genre d'entreprise de réinvestir. Réinvestir dans une usine plus performante devrait dégager plus de bénéfices pour les coopérateurs. C'est l'idée. Alors quand on regarde les comptes des laiteries, on voit que c'est pas du tout le cas. Donc si on prend la laiterie des Ardennes, elle fait des moins gros bénéfices maintenant que ce qu'elle ne faisait il y a quelques années. Si on prend Milkobel, eux c'est l'inverse, ils sont en perte. Si on prend Friesland Campina, eux ils s'en sortent un petit peu mieux, mais ils sont en restructuration, de la même manière que Milkobel. Comme les éleveurs, les laiteries à leur échelle industrielle seraient donc elles aussi dans une situation délicate. Incapables depuis des années de mieux rémunérer leurs coopérateurs car soumises à la compétitivité du marché qui impose de produire plus. Éleveurs et laiteries n'ont pas le choix. Pour survivre, il faut faire des économies d'échelle. Produire plus, cela permet de diminuer les coûts. En d'autres termes, il faut grossir ou périr. Et dans les chiffres, cela se confirme. En 40 ans, la Belgique a perdu près de 40 000 fermes laitières, mais celles qui restent produisent désormais 10 fois plus de lait. Pour obtenir un tel rendement, il n'y a pas de secret. Il faut investir, optimiser. Autour de la ferme d'Alexis et Christian, pas de bêtes en prairie. Ici, les vaches restent à l'étable toute l'année. C'est la seule manière de gérer au mieux les coûts de l'exploitation. Oui, anciennement, les vaches allaient en prairie jour et nuit. Donc, ça veut dire que suivant que les conditions climatiques, parfois l'air pousse très fort, parfois il fait très sec et l'alimentation est très irrégulière, très difficile à contrôler. Ce qui n'est vraiment pas bon pour, on va dire, pour un sportif de haut niveau. Parce que les vaches qui sont performantes, on pourrait un peu les considérer un sportif pendant l'effort, du moins durant leur période de forte production. Pour tirer le maximum de ces athlètes laitières dans les meilleures conditions, les deux collaborateurs ont investi dans des robots de traite qui tournent 24 heures sur 24. Donc ici, la vache rentre dans le robot. Le système de puce va calculer, voir quand est-ce qu'elle est venue la dernière fois. Là, ici, elle a le droit d'être traite. Donc la vache a été accrochée, le lait passe dans les tuyaux et arrive dans le bocal ici. Ça fait plus de volume de lait. Donc c'est une vache qui va donner, sur sa journée complète, elle donne 40 litres. Et ici, donc, elle est prévue pour 8 litres sur cette traite-ci. Donc elle va passer plus de 4 fois sur la journée pour donner ses 40 litres. Fini l'image d'Épinal de Marguerite qui pâture dans l'herbe grasse de la prairie. Garder les vaches à l'étable, cela permet de contrôler au mieux leur production de lait. Mais est-ce rentable pour autant ? Avec tout ça, vous avez une idée de combien vous êtes payé à l'heure? Vous avez fait un calcul? C'est un calcul un peu délicat à faire, mais en considérant le crédit de reprise pour avoir le droit entre guillemets, de travailler, plus les investissements des machines, le fait d'investir dans du matériel pour pouvoir cultiver les terrains, pour pouvoir nourrir les animaux. Quand on a fini de déduire tout à une année comme cette année-ci avec le lait comme on le touche, il faut compter plus ou moins 5 euros de l'heure à peu près. Vous pouvez demander à n'importe qui, n'importe quel citoyen pour travailler à 5 euros de l'heure. Vous ne trouverez pas grand monde qui se lèvera le matin, qui travaillera le dimanche, les jours fériés, des fois les nuits entières parce que la météo, on ne la choisit pas. Vous avez bien entendu, 5 euros de l'heure, même en augmentant le volume, produire du lait n'est pas rentable. Si on comprend bien, pour être producteur de lait aujourd'hui, il faut investir pour pouvoir produire plus de lait, pour pouvoir payer les factures, investir à nouveau pour produire plus de lait et payer les factures. En bref, un cercle vicieux dans lequel les éleveurs semblent entraîner, bien malgré eux. Ce cycle infernal, Gustave Ouidard, éleveur à la retraite, le connaît bien et il peut en témoigner. Les fermiers ont monté, on a dit économie d'échelle, produisez plus, toujours plus. Il y en a qui sont devenus énormes. Mais alors je les vois, ils sont en train de patiner dans les remboursements. Tout ça, c'est humiliant, vous ne savez pas en sortir. Vous voyez une porte de sortie, vous faites un essai et vous n'arrivez pas à en sortir.
J'ai eu plusieurs agriculteurs que je connaissais vraiment qui se sont suicidés. J'ai encore eu, il y a deux ou 3 mois ici, comment est-ce que je veux dire, sur la commune, sur le territoire de la commune, à 2 kilomètres d'ici, qui s'est pendu, enfin. J'ai un fils qui a été agriculteur. Il y a 2 ans, il a arrêté et il a vendu. Pour quelle raison? Parce qu'il en avait marre. Il m'a dit, papa, si je continue encore 2 ans, je vais me suicider. On l'a vu, dans ces conditions, difficile d'imaginer l'avenir. C'est pourtant le rôle du Collège des producteurs. Subventionné et mandaté par le gouvernement wallon, il a pour mission d'élaborer le plan stratégique de développement de la filière. La volonté qu'on a, et je pense que c'est la volonté aussi de la population, c'est de garder en Wallonie des fermes à taille humaine, familiales. Donc voilà, on essaye de ne pas aller du tout vers ces très grosses exploitations de 1000 vaches comme on a vu à certains endroits. Pourtant, c'est le cas. On fonce vers ce modèle-là. On constate plutôt une diminution du nombre de fermes qui sont remplacées par des exploitations beaucoup plus grosses et qui font un volume plus conséquent. Donc on n'est pas du tout vers une trajectoire de ferme familiale comme ce que tout le monde souhaite. Mais oui, je ne sais pas. Nous, on espère, on met tout en œuvre, en tout cas avec le plan de développement qu'on a rédigé au niveau du Collège des producteurs avec l'ensemble de la filière. On essaie de trouver des pistes pour pouvoir garder ce modèle familial. Donc, un des rôles du Collège des producteurs, c'est de mettre tout le monde d'accord. Enfin, d'essayer. Il y a un point commun chez tous les agriculteurs qu'on a rencontrés, c'est la hausse des coûts de production, tandis que le prix du lait ne change pas depuis des années, des dizaines d'années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Donc effectivement, ce qu'on observe, c'est que durant les 10 dernières années, donc l'agriculteur en moyenne a gagné 47% du revenu comparable, donc c'est-à-dire du revenu brut, du salaire brut moyen du Belge, donc ce qui est vraiment très peu. Alors, comment l'expliquer Donc, il gagne 2 fois moins que la plupart des Belges. En moyenne. Donc, on parle quand même de personnes qui investissent en moyenne 1 million d'euros minimum pour reprendre une exploitation, qui jouent avec des centaines de milliers d'euros d'investissement, etc., mais qui gagnent la moitié du salaire moyen du Belge. Oui, en moyenne sur les 10 dernières années. Comment ça peut être viable, ça ? Vous dites des gens passionnés qui font le maximum. Je ne sais pas moi-même comment c'est viable. Oui. Je suis producteur de lait, je me rends compte de ma situation. Qui je dois aller voir pour demander un prix, un revenu décent ? Mais donc la plupart livrent à des coopératives. Il y a beaucoup de laiteries qui sont des coopératives. Donc normalement, c'est avec leur coopérative. Mais la coopérative va me répondre que elle est soumise au marché mondial et que c'est pas de sa faute. Alors, qui ? Voilà, je sais pas, là vous touchez le problème, je pense. Bon, apparemment, même le Collège des producteurs semble démuni. Une fois encore, la faute au marché mondial. Mais le marché mondial, c'est quoi ? Avant d'entrer dans cette nébuleuse, détour par le supermarché. Car si l'on regarde le prix au litre, le lait payé dans les 40 centimes à l'éleveur se vend ici 1,30 € en moyenne. Je pense que les grandes surfaces en profitent énormément sur le dos des petits producteurs. Et ils ont beau manifester, rien ne se fait. C'est notre avenir, l'avenir des enfants, de tout le monde. Mais bon, il faut que tout le monde s'y mette. Le problème, c'est les grands groupes. Je ne sais pas pourquoi les gens qui produisent encore du lait, les producteurs chez nous, ont encore le courage de travailler. La grande distribution se ferait-elle énormément de marge sur les produits laitiers ? C'est la question que nous posons à Comeos, la Fédération des entreprises de Belgique. 40 centimes le prix au litre pour le producteur, et quand on va en magasin, c'est plus du double. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Le lait, il doit parcourir tout un processus logistique avant de se retrouver via la centrale de la grande distribution
en magasin. Donc il y a quand même tout un parcours. C'est ça qui explique l'écart de prix. Quelle marge la grande distribution se fait sur les produits laitiers? On parle du lait de consommation, mais du beurre, etc. Ouais. En termes de marge, il y a évidemment les chiffres officiels de l'Observatoire des prix du SPF Économie, et donc qui mesure très régulièrement la marge de la grande distribution, qui se situe aux alentours d'1%. Mais pour des produits spécifiques comme le lait, c'est encore moins d'1%. Donc les marges sur le lait sont vraiment, vraiment minimes pour le supermarché. Comme les éleveurs et les laiteries, les supermarchés auraient eux aussi leurs coûts qui augmentent. Et sans surprise, notre interview finit systématiquement avec la même réponse. En fait, le prix du lait, il est déterminé par le marché international, voire mondial. Donc c'est vraiment l'offre et la demande qui déterminent le prix du lait. Selon le secteur, ce n'est donc pas dans les supermarchés que l'on ferait le plus de marge sur les produits laitiers. Confirmation auprès de notre expert. Quand on voit la comptabilité des supermarchés, depuis 2 ans, elle n'est pas bonne. Donc, quelle est la logique de ce système, en fait, si personne ne fait de marge? Il y a quand même certains acteurs qui en profitent, au niveau des producteurs d'engrais, des fabricants d'engrais, et au niveau des grands négociants internationaux. Il y a 4 grandes entreprises qui contrôlent le commerce de grains au niveau international, et eux augmentent leur marge de manière disproportionnée ces 2 dernières années. Reprenons. À part les vendeurs d'engrais et d'aliments pour bétail indispensables pour faire tourner une ferme, personne ne se ferait de marge sur le lait. Le lait est donc cher à produire, mais il ne rapporte rien. Eric en sait quelque chose, cela fait des années qu'il dénonce ce qu'il considère comme l'absurdité de la filière. C'est la loi du marché, tu vois? Et ça, la loi du marché, depuis qu'on a supprimé la régulation de la production en Europe, eh bien c'est la bourse à Chicago qui décide. Ouais. Et là, c'est ce qu'on moi, vous répond quand vous réclamez. petit paysan, je suis impuissant là. Maintenant, on nous a oppressés complètement et c'est nous qui nourrissons tout le monde. Et je ne vois pas comment ça changerait dans un marché libéral, puisque c'est ça qu'on a mis en place en 30 ans. Et un marché libéral, voilà ce que ça donne. L'image a fait le tour du monde. Le 16 septembre 2009, plus de 3 millions de litres de lait sont déversés dans ce champ à Ciney. Un acte de désespoir, le prix du lait est descendu si bas que tous les éleveurs vendent désormais à perte. On n'est pas fiers de cette journée-là, mais je pense qu'on a prouvé quand même c'était nécessaire de faire un acte fort non violent. Erwin Schöpges, l'homme au chapeau, mobilise les éleveurs depuis 15 ans. À l'époque, son exploitation était au bord de la faillite. Il n'avait plus rien à perdre. On sait que le matin, quand on se lève, on perd déjà de l'argent. Ce n'est pas comme à l'heure actuelle où on essaye d'avoir un revenu. À l'époque, à ce moment-là, on perdait de l'argent carrément. Oui, mais on avait 18 cents pour un litre de lait. Il faut s'imaginer, c'était plus vivable. Avec 18, on avait des coûts de production à 40 cents. Et nous, voilà 15 ans après, on y est toujours là, quoi. Quand est-ce que les gens, les politiques, les responsables vont ouvrir les yeux? Alors moi, je dis que c'est organisé, c'est voulu. Ils veulent nous faire mourir. Ils ne veulent plus d'agriculteurs en Europe. C'est pas possible autrement. Sinon, il faut qu'on m'explique. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Véronique de Herde est docteure en sciences agronomiques. Elle a étudié l'évolution de la filière au fil du temps. Il faut savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on sort d'une période très difficile et donc évoluer vers l'abondance, c'est vu comme une évidence. Mais dès la fin des années 60, l'Europe se rend compte qu'elle va faire face à une surproduction importante et elle commence à mettre en place des mesures de limitation de l'afflux de lait en tant que matière première aux laiteries. L'Europe met en place des quotas laitiers. Elle change donc radicalement sa politique. Désormais, il faut produire moins. Puisqu'il y avait ce système de quotas en place, ce que les agriculteurs et agricultrices avaient pendant toute cette période, c'était un prix du lait qui était stable au cours des années. Mais voilà, face à la mondialisation galopante, le système des quotas atteint vite ses limites. Difficile pour l'Europe d'être compétitive tant qu'elle freine sa production, elle décide alors d'abandonner les quotas.
On est passé de plusieurs décennies de stabilité des prix à une situation où le prix du lait accordé à l'agriculteur ou à l'agricultrice pouvait fluctuer fortement d'une année à l'autre. On s'est retrouvé au cœur de la mondialisation avec associé à la fin des quotas des marchés complètement dérégulés où en fait les laiteries, et donc elles le répercutaient sur leurs agriculteurs, subissaient de plein fouet les fluctuations des cours des produits laitiers sur les marchés mondiaux. C'est cette association-là qui a été douloureuse. Depuis lors, cette situation n'a pas vraiment changé. C'est toujours la loi du marché qui décide. Alors, vers quelle politique l'Europe souhaite-t-elle aller cette fois? Et que compte-t-elle faire pour améliorer le prix de vente du litre de lait? Autant de questions que nous aurions aimé poser au commissaire européen à l'agriculture, mais depuis 7 mois, il ne semble pas avoir le temps de nous recevoir. En raison d'une période de travail extrêmement intense, le commissaire n'a pas été en mesure d'accepter cette demande d'interview. Alors on se tourne vers ceux qui ont eu la chance de le croiser, les syndicats d'agriculteurs. Vincent Delobel fait partie de la FUGEA, la Fédération unie des groupements d'éleveurs et d'agriculteurs. Vous, les syndicats, vous avez eu un rendez-vous avec le commissaire européen à l'agriculture. Comment ça s'est passé ? Ce qui nous a beaucoup déçus d'une certaine manière, c'est cet aveu en fait du commissaire européen de nous dire voilà, qu'il faisait ce qu'il pouvait pour défendre l'agriculture parmi les autres secteurs économiques européens, mais qu'il avait bien du mal, et que faire entendre la voix de l'agriculture de manière générale dans ces enceintes-là est extrêmement difficile, tant les autres secteurs industriels sont lourds d'influence. L'agriculture, un secteur industriel comme un autre. C'est semble-t-il l'idée derrière l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, entré en vigueur le 1er mai 2024. Exporter des technologies européennes et en retour importer du lait néo-zélandais sous forme de poudre. Quelle est la logique d'importer du lait de Nouvelle-Zélande alors qu'on surproduit déjà ici en Belgique ? Alors, il n'y a aucune logique pour un éleveur laitier. Par contre, pour l'économie européenne de manière générale, c'est vendu ainsi. Oui, ils n'ont pas de problème à brader l'agriculture pour un accord qui est bénéfique pour d'autres secteurs économiques, que ce soit l'industrie automobile ou pharmaceutique, qui ont quelque chose à gagner. Donc l'agriculture est une sorte de monnaie d'échange, une variable d'ajustement dans un secteur économique mondial. C'est ce qu'on essaye de nous faire accepter. C'est pas notre position du tout. Pour nous, c'est très clair qu'il faut à la fois instaurer des mécanismes de régulation du volume qu'on produit, d'une part, mais en même temps aussi de mettre un arrêt au traité de libre-échange, parce qu'on peut pas empêcher les producteurs chez nous de produire et en même temps garder la porte ouverte à des produits importés qui seraient moins chers et avec des moins bonnes normes que les nôtres. Revenir aux quotas et limiter les traités de libre-échange, nous soumettons l'idée à David Clarinval, ministre fédéral de l'Agriculture. Jusqu'au 30 juin 2024, il assure la présidence de la Belgique au Conseil de l'Union européenne. Il est donc au cœur des négociations. Il nous répond par écrit. Je n'ai pas été saisi d'une demande de retour aux quotas par les syndicats d'agriculteurs. Je me permets de vous informer de l'existence d'une étude commandée par le Parlement européen dont les conclusions ne plaident pas en faveur d'un retour des quotas. En ce qui concerne l'accord avec la Nouvelle-Zélande, le bilan de l'accord a été jugé positif. Et il ajoute pour conclure: il a pu être constaté que depuis 2022, le secteur du lait bénéficie d'une conjoncture favorable. Selon le ministre fédéral, le secteur laitier ne se porterait donc pas si mal. Là, on avoue qu'on est un peu perdu, car ce n'est pas ce qu'on a entendu sur le terrain. À en croire le collège des producteurs, il y aurait même de moins en moins de jeunes agriculteurs prêts à se lancer dans la profession. Pour un secteur qui se porte bien, c'est plutôt curieux. Il y a 70% des producteurs qui ont plus de 50 ans. Et dans ceux-là, il y a seulement un quart qui dit avoir vraiment un repreneur sûr. Qu'est-ce que ça signifie pour le futur, ça ? Donc ça signifie que dans 10 ans, si les choses restaient vraiment comme ça, on aurait une diminution drastique du nombre de producteurs laitiers. C'est une grosse préoccupation pour la filière, que ce soit les producteurs comme même l'industrie laitière. Donc ça veut dire qu'on va produire moins de lait ? C'est la catastrophe, ça. Oui, on peut l'envisager, oui. Est-ce qu'on va produire moins de lait ou est-ce qu'on aurait au contraire des fermes beaucoup plus grosses ?
On voit un peu, pour moi, deux modèles. Donc oui, le fait de grossir, parce qu'il faut aussi assurer un certain revenu, ou bien le fait de se diversifier, soit par la transformation à la ferme, soit en faisant d'autres spéculations à côté. Se diversifier, c'est une des pistes proposées par le gouvernement wallon à travers l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Le circuit court, et si c'était ça la solution ? Sortir de cette dépendance au marché mondial et revenir au local. C'était l'idée de Christine et Eric pour se dégager un revenu supplémentaire. Une décision qui a entraîné un changement de vie complet. Vous avez une formation de puéricultrice ? Oui. Et vous avez arrêté pour faire du fromage et tout ce qu'on trouve ici, de la glace. Oui. Combien vous avez investi dans tout ça ? Ici, c'est difficile à dire en tout, mais à peu près 650 000 €. Mais vous gagnez mieux qu'avant ? Non. Mais alors, vous regrettez ou vous êtes contente ? Oui, non. La vie est plus difficile maintenant ? Très difficile. Ça nous a permis de payer un peu plus de factures. Donc, c'est quand même un revenu. C'est quand même de l'argent qui rentre pour payer tous les frais qu'on a qui vont autour. Mais ce n'est pas nécessairement pour avoir un salaire pour nous. Quel est l'intérêt de tout ça ? Investir 650 000, abandonner votre travail de puéricultrice et travailler jour et nuit pour finalement ne pas avoir un salaire. Quel est l'intérêt de cette affaire-là ? Je ne sais pas. On est pris dans l'engrenage et on est obligé de continuer. C'est tout, voilà. C'est une affaire de passion, peut-être ? Aussi, oui. Oui, si on veut. Eric, lui, pointe la concurrence avec les grandes surfaces. C'est pas avec du lait à 42, 43 € que les laitiers vont péter des flammes, mais tu ne vas pas vendre plus cher ton beurre à tes clients que ce que tu savent l'acheter en grande surface, qui vient de la Hollande, de la Nouvelle-Zélande, du Brésil ou compagnie. Tu ne saurais pas. Le client, il est normal qu'il va aller l'acheter là-bas. Donc le consommateur est la clé dans cette histoire ? Bien sûr. Acheter chez le producteur directement, c'est un acte politique. Tu sais, à la sortie de la guerre 40, 45% du budget de la ménagère passait pour la nourriture. Aujourd'hui, c'est 11%, et là-dedans est compris les plats préparés et les frites surgelées. Oui, mais est-ce qu'on a encore le choix ? C'est plus tout pour l'agriculteur, il y a aussi pour l'industrie. Est-ce qu'on a encore le choix, nous, consommateurs, de faire, comme vous dites, cet acte militant, cet acte de soutien ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on est ouvert tous les 5 jours semaine. C'est pour faire l'acte militant. Selon Eric, nous serions donc l'une des clés du changement, nous, les consommateurs. C'est d'ailleurs l'idée derrière la marque Ferbel qui assure un revenu équitable aux producteurs en sensibilisant le consommateur. Derrière cette marque, il y a une coopérative un peu particulière dans laquelle agriculteurs, transformateurs et clients peuvent prendre des parts de coopérateurs. Comment ça fonctionne ? Parce que vous êtes coopérateur, donc vous avez mis des parts de coopérateurs. En effet, je suis consommateur, j'ai acheté des parts dans la coopérative et chaque année, je reçois un dividende sous forme de bon d'achat de produits Ferbel, évidemment. Combien on peut mettre comme ça Alors, je pense qu'au maximum 500 € par personne. C'est plafonné ? C'est plafonné, pour éviter qu'il y ait des débordements et voilà. Côté éleveur, les parts investies dans la coopérative reviennent chaque année sous forme de dividendes. Tous les bénéfices de la coopérative sont redistribués. Si on a 10 cents au litre en plus, ça change tout évidemment. 10 cents, ça change vraiment la vie ? Bien sûr. En ce qui nous concerne. Ça rend le prix équitable, ça couvre les coûts de production. Il y a une responsabilité du consommateur aussi, expliquez-moi ça, comment ça... Là, je crois que le consommateur a tout grand rôle à jouer. Il doit vraiment prendre conscience. Vous savez, quand une exploitation agricole disparaît, c'est l'effort de 2-3 générations qui s'en va, et c'est toujours dommage. Alors, que faire de cette filière dont personne ne semble profiter ? C'est la loi du marché, tu vois ? Le prix du lait, il est déterminé par le marché international, voire mondial. Produire plus, produire moins, agriculture familiale ou marché mondial, quelle direction prendra l'Europe cette fois-ci ?
Si les choses restaient vraiment comme ça, on aurait une diminution drastique du nombre de producteurs laitiers. Qui va nourrir le consommateur demain? Qui va entretenir les paysages magnifiques qu'on a par ici? Moi, je crois que c'est l'affaire de l'agriculture familiale. A-t-on encore le pouvoir de changer la trajectoire de ce système schizophrénique? Qu'on soit consommateur, agriculteur ou simple citoyen, finalement. On évolue dans un système dans lequel on ne se retrouve plus, dans lequel en fait les individus étouffent. On est condamné à nourrir les gens le moins cher possible. On est complètement perdu en fait. Tout le monde est un petit poisson dans l'océan, le grand océan, tout le monde nage. Tenir la tête hors de l'eau. Mais pour combien de temps encore? Dans les salles de traite, on ne se pose déjà plus la question. C'est l'heure de produire, encore et encore, à tout prix.